Bonjour et bienvenue à vous sur Médien TV. Il y a quelques semaines, nous avions consacré une émission à la programmation neurolinguistique, cette fameuse PNL qui serait une sorte de mode d'emploi du cerveau, une boîte à outils qui permet d'une part d'améliorer sa communication avec les autres, mais également de développer sa confiance en soi et préserver son alignement moral. Et justement, comment bénéficier de tous ces codes, ces astuces dans l'éducation des enfants, nos rapports à eux, leur structuration même? Eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Ensuite, l'interview santé sera consacrée aux allergies alimentaires chez l'enfant avec la pédiatre Meriem Azawiwi. Restez avec nous pour les détails. À tout de suite. Alors, la PNL dans l'éducation des enfants, dans nos rapports à nos enfants, eh bien, on en parle tout de suite avec deux spécialistes. Yasmina Roulami, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante en communication. Oui, entre autres choses. Entre autres choses, absolument. Et Zakaria Rachad, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach et enseignant certifié en PNL. Alors, la PNL, on en avait parlé il y a quelques semaines avec vous, justement. Et puis, on s'est dit quand même, ça a l'air d'être super aussi pour les enfants parce que ça pourrait éviter de se retrouver une fois adulte avec tous les problèmes que vous solutionnez, vous, aujourd'hui, en tant que spécialiste. À savoir, manque de confiance en soi, problématique de prise de parole en public, enfin voilà, oui. Tous ces problèmes qu'aujourd'hui, vous allez solutionner dans les entreprises, mais aussi quand les gens viennent vous voir dans vos cabinets. Donc, pour les enfants, la PNL, est-ce que ça marche? Eh bien, on va voir. On rappelle d'abord ce qu'est la PNL pour les téléspectateurs, Monsieur Rachad Zakaria? Oui, bien sûr. Alors en fait, la PNL, c'est quoi? La PNL, c'est programmation neurolinguistique. En fait, chacun d'entre nous, il est programmé d'une certaine manière, depuis sa tendre enfance jusqu'à devenir adulte. Comment on est programmé? C'est à travers des stratégies que nous mettons en place, à travers des valeurs que nous avons absorbées de notre entourage, à travers des croyances aidantes ou limitantes, donc oui. On est programmé. Et comment cette programmation-là est installée? C'est à travers nos neurones. Et comment on arrive à détecter la programmation, justement, c'est à travers notre langage verbal, mais aussi non verbal. D'accord, donc voilà. Ça c'est la PNL. Voilà. Mais en même temps, c'est une boîte à outils. Exactement. En fait, la PNL, ça se base sur la modélisation d'excellence. C'est-à-dire? Ce sont des personnes qui ont réussi dans leur vie, qui ont développé des stratégies ou bien qui ont fait de belles choses. Donc on arrive à les modéliser. Ensuite, à développer ces modèles-là sous forme de protocoles. Et ensuite à faire en sorte qu'on puisse, nous tous, copier leur façon de faire afin de reproduire les mêmes résultats. Donc en fait, la PNL se base sur des modèles d'excellence, de gens qui ont réussi. Des spécialistes ont condensé tout ça, et en ont fait la PNL. Un coffre à outils. Un coffre à outils, c'est un mode d'emploi qui existe en fait. C'est ça. Qui est à la disposition de tout le monde. Exactement. Ouais, et qui a été développé par des gens dont le métier était justement l'humain, et la psychanalyse, etc. Vous l'avez dit, leur métier était l'humain, donc oui. Il y a de la bienveillance dans la PNL, ce n'est pas de la manipulation. Absolument pas. En tout cas, pour les gens qui sont bienveillants. Pour les gens qui sont bienveillants. En fait, c'est comme un marteau. Vous savez, les marteaux, on peut faire avec de belles édifices, comme on peut frapper avec, faire du mal. Donc chacun, il peut faire avec ce qu'il veut. Ouais. Mais on revient toujours à la déontologie pour faire avec ce qu'il y a de bien pour l'être humain. Alors, c'est une question en fait d'intégration de différents éléments dans le cerveau et c'est ce qui va façonner l'être humain. Et quand on parle des enfants, eh bien, le cerveau est, on va dire, encore en pleine maturité, en pleine maturation, pardon. Il est encore en pleine construction. On peut encore en faire beaucoup de choses et on peut lui éviter différents problèmes à l'âge adulte. Est-ce que la PNL peut être intégrée dans nos rapports à nos enfants, Yasmina? Alors, pour l'accompagnement que je fais aujourd'hui avec les enfants, il n'est pas né de rien. Il est né de deux choses. D'abord, j'ai eu un enfant. Donc, ça change beaucoup de choses. Absolument. Et justement, j'étais déjà dans cette dynamique de développement personnel, de PNL, etc. Et c'est violent. C'est violent, la prise de conscience. Oui. La prise de conscience, alors qu'on est en train de se former soi-même à cette programmation neurolinguistique, à la manière dont nos automatismes ont été créés, à la manière dont notre façon de voir le monde et souvent nos croyances limitantes, ce qui fait que peut-être on bloque sur certains domaines. Donc, pendant que j'étais en train d'apprendre tout ça, j'avais le rôle et la responsabilité d'être maman.
Okay. Et donc, je voyais ce que mon comportement anodin quotidien pourrait éventuellement créer à l'avenir avec ma fille. Et donc, c'est, on parle de... Sans entrer bien sûr dans votre intimité, Non, mais par non, bien exemple... sûr. Mais par exemple, pour qu'on puisse des phrases... s'identifier aussi. Bah, je vais vous dire un exemple. On découvre par exemple, on découvre en PNL que un enfant, le cerveau d'un enfant, jusqu'à 6 ans, peu ou prou, n'a pas de ce qu'on appelle le facteur critique. C'est-à-dire qu'un enfant, vous allez lui dire « tu es beau », il est beau. Vous allez lui dire « tu es méchant », tu es vilain. Il va l'entendre 1, 2 fois, ben, il va l'intégrer. Il va l'intégrer comme étant sa vérité. Mais ma maman ne peut pas me mentir. Donc je vais me baser sur ça pour créer une programmation. Je suis vilain. Et il va continuer à le programmer. C'est ce qu'on vous apprend. Après, c'est pas si noir ou blanc, c'est pas aussi simple. Mais quand on est en formation et qu'on apprend ça et qu'en même temps on est en train de faire l'apprentissage de la parentalité, ben, c'est violent. Justement, c'est pas bien, c'est méchant, c'est violent, c'est vilain. Quand on dit ça à un enfant quand il a fait une bêtise, donc il ne faut pas le dire. Non, c'est plus... Voilà, parce que... C'est plus mitigé que ça. Ce que je veux vous dire, c'est que dans la compréhension de la programmation d'un enfant, on sait que son cerveau est une éponge. C'est pour ça d'ailleurs que les enfants en très bas âge sont capables d'apprendre très rapidement, très facilement, les langues étrangères, etc. C'est pour ça. Parce que le cerveau est une éponge à ce moment-là. Il emmagasine tout. Et il le prend pour... Il ne se pose pas 10 milliards de questions. Nous, en tant que femmes, quand on vous dit « Ah, t'es jolie aujourd'hui », on va dire « Mais non, n'importe quoi, c'est pas vrai. Un enfant, vous lui dites « T'es jolie » Ben oui, il est joli. Il est joli, il y croit. Il y croit, absolument. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur ? Justement. Alors, j'aimerais aussi rajouter un exemple. Moi, j'adore les exemples. Oui. C'est en fait que lorsqu'on est parent, parfois on est nous-mêmes victimes de notre façon d'être éduqués. Absolument, notre propre programmation. Notre propre programmation. Je vous donne l'exemple d'un papa qui est venu me voir en coaching. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il frappe son enfant. Il n'aime pas ça. Une fois qu'il le frappe après, c'est vraiment des remords. Donc il est venu pour ça. Pour lui, il ne veut pas le faire. Pourtant, il le fait. Donc il est programmé pour le faire. Alors il a voulu savoir pourquoi ça. Donc on a remonté dans le temps avec cette fameuse technique de ligne du temps dont on a parlé. On peut la rappeler parce que peut-être que les téléspectateurs d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux de la dernière fois. Donc Exactement. il ne faut pas qu'on les frustre. Très bien. Alors la ligne du temps, c'est en fait le fait de suivre une émotion désagréable aujourd'hui pour aller le chercher la première fois qu'elle est apparue dans notre vie. Et d'une façon, elle est là. Mais d'une façon inconsciente, on ne se souvient pas pourquoi et dans quel contexte elle a été créée. Donc avec cette personne-là, on a pu remonter dans le temps et il a découvert que lui-même, avant l'âge de 6 ans, il se faisait frapper par son père. Donc pour lui, il a absorbé cette programmation. Il est en train de la redonner à son fils sans savoir pourquoi. Mais après, dès qu'il a pris conscience de ça, il a arrêté de frapper son enfant. Mais alors comment il a géré la pulsion ? Parce que c'est une pulsion en fait. Comment sur place. Ensuite, comment il gérait la pulsion ? C'est-à-dire sur place. Au moment quand il s'emporte contre son enfant. Alors, il sait que l'acte de frapper vient d'une action qui a été intégrée à un âge très précoce chez lui, mais normalement, la pulsion souvent prend le dessus. Vous savez, en PNL, on dit que 80% de la solution, il réside dans l'identification du problème. Une fois qu'on prend conscience du problème, qu'on l'accepte, on sait que oui, ça existe. Déjà, c'est 80% de la solution. Et avec d'autres techniques PNL adaptées, on peut faire en sorte que l'expérience traumatisante qu'a vécue le papa à l'âge enfant, il en fait de l'apprentissage au lieu d'en faire une émotion qui revient par la suite. D'accord. Donc on lâche l'émotion et on garde les apprentissages. Mais encore une fois, c'est du travail. C'est du travail. C'est du travail, c'est de l'entraînement. Ça ne va pas arriver du premier coup. Peut-être que les premières fois, les pulsions sont plus fortes, effectivement, comme vous dites. Et puis, je pense qu'il faut aussi dédramatiser tout ça. C'est-à-dire qu'il faut dire aux personnes, oui, ce ne sera peut-être pas facile du premier coup. Il y a certaines choses sur lesquelles vous allez travailler et ça peut se faire vraiment très vite. Et puis, il y en a d'autres où ça va demander du temps. Donc, il ne faut pas non plus mettre ce poids aussi sur les gens en disant oui, ça n'a pas marché, comment ça se fait ? Pourtant, tu as suivi de la PNL, etc.
Parce qu'en même temps, qu'il y a des choses derrière. Dans nos rapports à nos enfants, il y a beaucoup de culpabilité aussi. Énormément. Énormément. Et puis surtout par rapport à cet exemple-là de violence sur enfants, sur nos propres enfants, il y a énormément de culpabilité ressentie, vous l'avez dit, par ce papa. Oui. Donc c'est ça qui va frustrer encore plus la personne, qui se dit, moi je suis partie chercher de l'aide et puis ça ne marche pas très vite. Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on ne me raconte pas n'importe quoi? Eh bien c'est là qu'on revient encore une fois à la déontologie. On revient au professionnalisme de la personne qui va l'accompagner. Il faut expliquer. Parce qu'il faut beaucoup, il y a un travail didactique, de pédagogie, et puis surtout d'engagement personnel de la personne qui va le faire. Parce qu'on ne peut pas systématiquement aussi se déresponsabiliser. Oui. C'est facile d'aller une fois voir un coach ou deux ou un psychologue ou peu importe et de dire non, au bout de la première fois, deuxième fois, ça n'a pas marché. C'est facile. C'est facile, absolument. Et j'aimerais aussi ajouter qu'en PNL, juste pour poursuivre par rapport à ce que tu disais, Yasmina, c'est en fait, en PNL, aujourd'hui, la formation en PNL est organisée par des associations internationales qui organisent le contenu des formations. Et les formations PNL, ce n'est pas 2 jours, 3 jours pour dire que je suis un professionnel de la PNL et de pouvoir coacher ou bien accompagner d'autres personnes avec. Non, ça prend des années pour l'apprendre parce qu'il y a plusieurs niveaux de formation en PNL. Et généralement, c'est autour de 2 à 3 ans. Vous êtes enseignant certifié. Exactement. C'est le plus haut niveau. Oui, en fait, c'est tout le niveau de... J'ai commencé la PNL depuis 2007, juste pour vous dire, pour être coach en PNL en 2013. Donc, ça m'a pris 6 ans, presque. Pour ensuite enchaîner vers l'enseignant PNL. Là, donc, ça prend beaucoup de coaching, beaucoup de pratiques individuelles et en entreprise afin de vraiment d'intégrer la PNL avant de pouvoir la transmettre à d'autres. L'enseigner. Ouais. Alors, on revient à la PNL pour les enfants. Donc, en fait, la question suivante, c'était à partir de quel âge? Mais finalement, c'est à partir du premier jour même. Pourquoi? Parce que quand vous dites que les neurones intègrent très très vite, eh bien, comment on va identifier cet enfant, comment on va lui parler, comment on va le qualifier. Donc en fait, c'est presque in utero quand on parle de communiquer avec son enfant. Vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'effectivement, on a des exemples où une maman enceinte avec un enfant dans son ventre qui va lui parler, qui va lui envoyer une certaine musique, va faire qu'une fois une fois né cet enfant va, en écoutant cette musique, elle va le calmer. Donc ça, c'est une programmation. Et ça, je peux vous dire que c'est un cas pratique. Moi, je l'ai vécu. Donc, c'est quand, dans un moment de tension, de ma fatigue, de maladie, etc., le simple fait d'enclencher cet ancrage, donc cette musique, fait que l'enfant se calme. Alors oui, in utero, on peut commencer quand on est nous-mêmes initiés. Alors, quand on parle d'ancrage, justement, quelles sont les principales erreurs que nous commettons avec nos enfants? Par exemple, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on dit « Ah, ça, c'est pas bien, tu es vilain, tu es méchant », mais on pense en fait lui montrer que c'est pas bien. Oui, j'ai compris. Voilà. Pardon, allez-y. Alors, en termes d'ancrage, l'erreur qu'on fait avec les enfants, je ne sais pas déjà si on peut rappeler ce que c'est qu'un ancrage. Oui, bien sûr. En fait, un ancrage, c'est un stimulus externe qui peut être kinesthésique, le toucher, qui peut être visuel à travers des choses qu'on voit, ou bien auditif. D'accord. À plusieurs reprises, ce n'est pas uniquement verbal. Non. La PNL est basée sur ce qu'on appelle le VACO. Ouais. Le VACO, donc c'est tous les sens. Donc visuel, auditif, kinesthésique, le toucher. L'odorat aussi. Voilà. La Madeleine de Proust. Exactement. Même gustatif. Et le G, c'est pour gustatif. Donc des fois, on a une mémoire du goût, c'est un peu la Madeleine de Proust. Donc c'est ça. C'est tous ces sens qu'on va mettre à contribution pour mieux programmer ou comprendre le cerveau, son langage, etc. Ok. Donc, je pense que ça nous arrive tous d'entendre une musique et que ça nous rappelle, ça nous renvoie vers une période dans laquelle on a entendu cette musique-là. Un beau souvenir. Donc ça, c'est un ancrage auditif. Ouais. Alors, avec une odeur aussi. Une odeur aussi, une odeur. Exactement. C'est vrai. Alors, avec les enfants, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il ne faut pas faire des ancrages négatifs. Oui. Avant de parler d'ancrage positif, il faut éviter les ancrages négatifs. Mais nous, dans notre façon de parler au quotidien, on en fait involontairement. Involontairement, par exemple. Alors justement, imaginez qu'un enfant, il est dans tous ses états, il est en train de pleurer, il est en train de vivre des émotions négatives. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de le toucher. Parce qu'en le touchant d'une certaine manière, ou même en le mettant entre les bras, tu vas déclencher un ancrage négatif qui va lui rappeler cette émotion négative. Donc même après, dans des états
positifs ou bien des situations positives, le fait de le remettre entre tes bras de cette façon-là, ça va le faire remémorer cet ancrage négatif, cette émotion négative. Un câlin, c'est pas bien? Si, je comprends. Attends, j'arrive. Oui. Alors, ce qu'il faudrait faire par contre, c'est avant d'aller vers les situations négatives, l'ancrage négatif, ce qu'il faut faire, c'est d'installer des ancrages positifs avant, avec nos enfants. C'est-à-dire, lorsque nos enfants ils excellent dans quelque chose, c'est bien de lui dire « c'est très bien ce que tu fais ». Peut-être même de le mettre entre ses bras pour dire « voilà, tu es courageux, tu as bien fait les choses ». Comme ça, on installe un ancrage positif. Cet ancrage-là, il peut nous être utile dans des situations négatives. Lorsqu'il est dans les pleurs, on va installer l'ancrage positif pour annuler la situation négative, et non pas le contraire. Parce qu'un bébé, quand il naît, il pleure. La première chose qu'on fait, c'est qu'on le prend dans nos bras pour le calmer. Mais vous nous dites que ce n'est pas une bonne solution. Parce qu'en fait, il faut revenir avant. Lorsqu'il était dans le ventre de la maman, il était enveloppé, entouré. Il sentait de la sécurité. Donc du coup, c'est un ancrage de sécurité. C'était un ancrage in vitro. C'est ce dont on vous in vitro, absolument. Et donc, c'est normal de prendre son enfant dans les bras. Mais quand il grandit, il faut d'abord installer un autre ancrage. Il faut installer des ancrages positifs à chaque fois. Cet ancrage-là est déjà installé. Celui d'être rassuré dans les bras de sa maman. Il est quasi inné. Bien sûr. Oui. Mais c'est bien de le renforcer. Il faut le renforcer. Alors, on peut aussi donner les exemples d'ancrage négatif que nous faisons sans nous en rendre compte. Oui, moi je vais vous en donner des plus subtils. Oui. Puisqu'en accompagnant les enfants et en étant beaucoup dans l'expérimentation, en voyant toutes les pédagogies alternatives, etc., toutes les pédagogies alternatives aujourd'hui, elles vous disent une chose. On a trop tendance, en tant qu'adulte, à vouloir aider les enfants, à vouloir les soutenir, à vouloir... Attends, je vais t'aider à porter ton... à mettre ta veste, à faire tes lacets, tes devoirs, etc. Or, d'instinct, les enfants, quand on les voit entre eux, et vous pouvez le voir dans des écoles, Montessori, etc., les enfants, on leur donne le plus de liberté et d'indépendance. Et quand ils sont entre eux, même quand il y en a un qui sait faire, jamais, il ne va se substituer à l'autre enfant. Il va le laisser faire sa propre expérience. Il va le laisser aller jusqu'au bout de ce qu'on va appeler échec, et qui n'est pas un échec, qui est une expérimentation pour grandir. Et donc, pour moi, un des plus gros ancrages qui est très sournois et très subtil qu'on ne voit pas, c'est qu'on a cette tendance à justement vouloir protéger l'enfant, à vouloir finalement ramer dans sa barque. Mais sauf que, imaginez une barque. Comme nous l'a dit un jour un formateur, mais si j'ai une barque et que je suis dedans et que j'ai déjà du mal à ramer et que quelqu'un vient se jeter dans ma barque, on va tomber tous les deux. Et c'est un peu ça qu'on fait en ancrage avec les enfants, c'est qu'on a tendance à « vas-y, mais pourquoi? Allez, vite, fais vite !» On l'a tous fait avec nos enfants. Oui. Mais on leur inculque déjà du stress là-dedans. On ne les laisse pas se débrouiller par eux-mêmes. Mais parfois, le temps ne nous le permet pas. On aimerait bien les laisser prendre leur temps. Ah, mais ça, c'est parce qu'il faut s'éduquer. Il faut qu'on s'éduque à justement développer une stratégie de réveil plus tôt, à développer des rituels avec nos enfants le matin pour que justement le matin ne soit pas une corvée, ne soit pas un moment difficile. Je vous dis ça, je peux vous assurer que j'ai plein de matins très difficiles avec ma fille qui a 7 ans. Mais je remarque que quand effectivement je fais ce que je dis aux gens de faire et que je suis un rituel ou un protocole, ben ça se passe comme sur des roulettes. Et toute la journée, ça s'enchaîne bien parce qu'on a développé des choses, on a fait des jeux, ça peut être des ancrages qui vont tourner autour du jeu, justement avec les enfants, on en reparlera tout à l'heure. Mais on en parle même tout de suite, moi j'adore ces exemples, on est là pour ça aujourd'hui. C'est la PNL pour les enfants. Est-ce qu'on peut parler de règles de base de la PNL avec les enfants? Est-ce qu'il y a des règles de base? Oui. On va pas dire ça, on va pas appeler ça des règles de base, mais on va dire des bonnes pratiques. Oh, oui, les bonnes pratiques. Moi, je vais répondre autrement. C'est-à-dire que pour moi, la PNL est un outil, une boîte à outils, un mode, c'est des techniques. Mais avec les enfants, ça l'est encore plus. Parce qu'on ne va pas aller expliquer à un enfant, ben voilà, tu sais, chacun a sa carte du monde, on a des croyances, etc. Donc on va s'adapter au langage de l'enfant. Et on va s'adapter à son intelligence finalement. Ils sont 10 fois plus intelligents que nous. J'allais presque dire c'est beaucoup plus simple avec un enfant. Parce que justement, on va anticiper ces blessures qui font qu'un adulte à 30, 20,
15 ans, 18 ans, etc., va avoir un manque de confiance en lui, va pas savoir communiquer en public. On va le dépioter très rapidement avec les enfants. Et donc, ça vient par le jeu. Okay. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de méthode ou de choses à faire ou à ne pas faire. Les méthodes, ce sont celles de la pédagogie. Mais il y a quand même des choses à ne pas faire pour les parents, pour nous, parents qui ne sommes pas initiés à la PNL. Vous l'avez dit, par exemple, éviter d'utiliser des qualificatifs négatifs, parce que l'enfant va s'identifier et avoir un comportement, justement, on se dit, cet enfant est insupportable. Il n'est pas né insupportable. Exactement, et puis ce qu'il faut arriver à dire à un enfant, c'est je n'aime pas ce comportement. C'est pas lui, parce que vous voyez ce que je veux dire? Ce comportement n'est pas adéquat. Ce n'est pas toi qui n'est pas adéquat, c'est pas toi qui est mauvais, c'est ce comportement qui est mauvais. Quand on dit à un enfant, ça c'est pas bien, est-ce que ça lui parle ou pas? Ou il a l'impression que c'est lui qui n'est pas bien? Est-ce qu'il fait la différence? Vous voyez le ça. Il l'entend. Il l'entend. L'enfant est 10 fois plus intelligent que nous quand même. Moi, j'insiste, et plus je les côtoie, et plus je trouve On entend souvent les spécialistes dire il ne faut pas dire non à un enfant. Il faut toujours amener une information de façon positive. Ça, je crois que c'est valable pour les adultes aussi. C'est valable pour les adultes, mais c'est pas évident. Hein. Par exemple, quand il veut se faire mal ou il veut monter des escaliers alors qu'il est incapable de le faire, on lui dit non, ne monte pas. On va pas lui dire. Moi, je ne sais pas encore dire positivement ne monte pas. Je pense que le plus important à faire avec les enfants, c'est de savoir se synchroniser. La synchronisation, donc lorsqu'on veut communiquer avec notre enfant, il faut d'abord établir un contact, un lien. Très important. Donc le fait de lui dire non, alors qu'on s'assied à son niveau pour lui expliquer, ce n'est pas la même chose qu'en disant non alors qu'on est debout. D'ailleurs, ça c'est une règle de base générale. Quand on veut s'adresser à un enfant, voilà les règles de base de la PNL. Idéalement, pas ma question, en fait, on y répond différemment. Mais c'est vrai, il est important qu'au niveau visuel, l'enfant nous ait au même niveau. Parce que sinon, il est là, en fait, et il regarde en haut, et déjà, ça fait peur. On est dans une situation qui est quand même stressante pour un enfant. Vrai. Tandis que quand on se met à son niveau, et puis en plus, ça nous permet, nous, en tant qu'adultes, d'éviter tout ce dont vous parliez tout à l'heure, à savoir, mais c'est des pulsions. Et bien justement, quand on a développé cette stratégie en se disant, ok, il a fait une bêtise là, je vais juste me baisser à son niveau, si je développe juste cet ancrage, si je développe juste l'ancrage de me dire systématiquement en parlant à mon enfant, je vais me mettre à sa place. À ce moment-là, je peux vous assurer que vous n'aurez pas besoin de 10 milliards de stratégies. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, on devient... C'est pas viable. Ça, c'est la première base. Oui. Alors, deuxième point. Une autre règle de base, parce que vous aimez parler de règles de base, et ce que je fais d'ailleurs moi-même avec mon enfant qui a 4 ans, c'est de raconter des histoires. En fait, en PNL, on a un module qu'on appelle les métaphores. En fait, ce sont des histoires métaphoriques. Et c'est très bien pour les enfants, parce que les enfants, ils vivent dans un monde magique. Oui. Et à chaque fois qu'on lui raconte une histoire, il va aller s'identifier à ce personnage, le personnage de cette histoire-là. Donc en PNL, on peut très bien meubler les techniques PNL dans des histoires qui changent, qui transforment. Des contes. Des histoires. Ils sont vraiment scotchés. On va meubler, on va intégrer des techniques PNL d'ancrage, de confiance, d'estime de soi. Mais d'ailleurs, les histoires de Disney, en fait, qui sont aujourd'hui un peu critiquées, et surtout par les féministes, c'est qu'on a constamment besoin du prince charmant pour être sauvé. Exactement. Ça, c'est on parle d'ancrage, là. On parle d'idées reçues, de croyances limitantes, d'aberrations. Le prince charmant pour sauver la princesse. Vous ne parlez pas de ça? En fait, ça peut être ça, parce que on respecte la carte du monde de chacun. Même l'enfant, il a sa façon de voir les choses qu'on respecte. On est tous différents. Le plus important, c'est que chacun puisse se retrouver dans l'histoire. Une seule histoire qu'on raconte à 10 enfants, chacun il va la comprendre à sa manière. Il va l'adapter à son contenu, à sa vie, pour en tirer des leçons. Lui, elle est en plein développement. Elle n'est pas figée. Donc, on peut l'aider à ne pas avoir ces croyances limitantes dont souffrent des générations. Je donne un exemple. On garde l'exemple, on l'emballe et on le développe dans quelques instants. Juste après une courte pause. À tout de suite. La PNL pour les enfants, on en parle tout de suite, bien sûr, sur le plateau d'On se dit tout. On continue la discussion avec Yasmina Roulami et Zakaria Rachad. Alors, Yasmina,
vous vouliez nous donner un exemple. Oui, de techniques. De techniques. De techniques qu'on utilise justement avec les enfants en parlant des métaphores et des histoires. Aujourd'hui, c'est de plus en plus connu, ça s'appelle le voyage du héros. Et en fait, le voyage du héros, c'est un jeu, un peu comme un jeu, une chasse au trésor, mais c'est à la quête de soi. Et c'est basé sur les archétypes de Jung, donc on connaît tous Jung, je crois. Et en fait, il va choisir ses personnages. L'enfant va choisir son personnage. Ce sont des archétypes qu'on vit tous. Après, il y en a un qui est plus développé que l'autre. Par exemple, on a l'innocent. C'est celui qui croit à tous ses rêves, qui est un peu, on dit qu'il est candide, etc. Il y a le justicier. C'est celui pour qui la justice est très importante. Il y a le guerrier qui va vouloir, dans le jeu par exemple, tuer le dragon. Le dragon étant la colère, donc l'émotion sur laquelle on va venir travailler. Et puis, on va au fur et à mesure du jeu dérouler et voir comment l'enfant se comporte. Qu'est-ce qu'il choisit comme personnage? Qu'est-ce qu'il veut faire de cette colère? Et ce dragon, pourquoi il est là? Parce que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, ce dragon qui est cette colère, qui est une émotion, n'est qu'un tableau de bord, c'est un indicateur qui nous dit « warning », il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est un besoin, généralement. On a besoin de quelque chose. Donc, par exemple, si je suis agressif, si je suis un enfant qui est agressif, systématiquement, on va dépioter, on va chercher, et peut-être que c'est un enfant qui a besoin d'attention, simplement, il faut aussi changer qui a besoin l'environnement. d'amour. On va déjà le comprendre lui-même, parce que l'environnement, on ne peut pas toujours le changer. Moi, ce que je dis toujours aux gens que j'accompagne, c'est ça, tu peux le changer, est-ce que tu as la télécommande dessus? Est-ce que tu peux changer le comportement de ton conjoint, par exemple? Pour un adulte, tu n'as pas la mais télécommande. Pour un enfant, c'est différent. L'enfant est quand même dans une position de... Il subit vraiment pleinement encore plus l'environnement. D'ailleurs, quand on accompagne, le travail généralement se fait forcément, comme dans la psychanalyse, avec la famille. Et on prend en charge l'ensemble de la famille, donc de l'environnement de l'enfant. Bien sûr, le point focal, c'est l'enfant qu'on accompagne, donc on va le suivre, mais on est obligé de cibler large. Alors, j'aimerais bien aussi qu'on aborde un autre angle, à savoir comment adapter la PNL au profil de l'enfant. Vous avez un enfant, on va dire, timide, introverti, qui ne va pas vers les autres. Est-ce que la PNL peut l'aider? Est-ce que ses parents peuvent mettre en place des techniques pour justement amener cet enfant à être plus à l'aise dans son environnement? C'est possible? En fait, on ne peut pas. Ce que je veux dire, dans ma conviction des choses, de la compréhension de la PNL, c'est difficile de donner des solutions miracles. Parce que chacun de nous, il est spécial. Même l'enfant, il est spécial. Bien sûr. Il code ce mot qu'on appelle la timidité, le code à sa manière. Parfois, ça vient d'un traumatisme. Un enfant qui a été traumatisé par quelque chose, même lorsqu'il était dans le ventre de sa maman, on ne peut pas lui donner la même technique que celui qui a besoin peut-être d'encouragement, qui a besoin d'ancrage de ressources. Mais alors, je vais vous poser la question différemment. Si, par exemple, il y a des choses que les parents doivent éviter de dire ou de faire qui conditionneraient cet enfant et le pousseraient à devenir introverti et timide. D'accord. Voilà, plus simplement. Puisqu'on ne peut pas aller vers les causes, qu'est-ce que nous, adultes, pouvons faire pour éviter que ces enfants ne deviennent... Par exemple, il y a un travail en amont qui se fait. Aujourd'hui, quand on accompagne des enfants, on les accompagne avec plusieurs outils, que ce soit la PNL, mais pas que. Et un des outils qui est pour moi fondamental, c'est de détecter l'intelligence dominante de l'enfant. Donc on va aller voir, je ne sais pas si vous connaissez la théorie qui a été développée sur les intelligences multiples, et qui dit qu'en fait, en gros, on a tous une intelligence dominante, mais on en a tous 8 à 9. Donc certains, c'est le mathématique, d'autres, c'est plus interpersonnel, intrapersonnel, d'autres, c'est linguistique, d'autres, c'est visuel. Chacun a son intelligence dominante, qui fait que quand on la nourrit, quand on la booste, elle va développer toutes les autres. Je vous donne un exemple tout simple. On détecte chez une enfant qui a 14 ans que son intelligence dominante, et puis il y a des tests pour ça, il y a des tests spécialistes. Et donc, c'est la musique. Cette petite fille n'avait jamais réclamé de cours de musique. Elle n'avait jamais rien demandé pour ça. Du jour où elle a pris ses cours de musique, elle s'est transformée. Elle n'était plus timide, justement. Elle n'était plus timorée, renfermée. En maths, elle avait 7, elle a commencé à avoir 12. Donc vous voyez ce que je veux vous dire, c'est que c'est vraiment un travail en amont qui se fait pour déjà
pour moi, la première étape, c'est de détecter quel est le don de mon enfant, quelle est son intelligence. Mais là, on va vers un spécialiste avec des techniques. Oui, mais le spécialiste qui vous accompagne en PNL ou en intelligence multiple, ça peut être le même. Parce que ça reste des outils qui sont tous complémentaires. Mais par exemple, on va dire quelque chose qui peut se faire à la maison. Sans aller vers un spécialiste, sans aller vers des mesures exactes. Par exemple, quand on dit à l'enfant, écoute, fais attention à tes petits camarades, ils pourraient te piquer ton goûter, fais attention à ne pas tomber, quand tu cours doucement, sinon tu vas te faire mal. Ces choses-là, ces phrases, est-ce qu'elles sont limitantes? Est-ce qu'elles s'ancrent en nous, enfants, et nous façonnent vers des faiblesses? C'est un peu ça. Je donne la parole à Zakaria. Ok. Alors, en fait, il y a deux concepts sur lesquels j'aimerais parler par rapport à ça. En fait, le premier concept, c'est le négatif. En fait, lorsqu'on dit il faut éviter de ne pas tomber, en fait, notre inconscient, il ne reconnaît pas le ne pas. Ce que l'on va entendre, c'est tombe. Ou bien... C'est vérifié, ça? C'est vérifié, exactement. Lorsque je vous dis, par exemple, est-ce que tu ne peux pas penser à une vache? À quoi tu vas penser? À la vache, tout de suite. Je la visualise. Ou alors ne pense surtout pas à un tapis rouge. Ne pense surtout pas. Un tapis rouge. Forcément, le cerveau retiendra tapis rouge. Donc, dans notre éducation des enfants, il faut toujours utiliser des phrases positives, à connotation positive. Mais quand on lui dit ça fait mal, ne touche pas à ça, ça fait mal. Mais en fait, dans la PNL, ce qu'on va vous dire, c'est pas tant ça fait mal, mais c'est surtout ne touche pas. On va lui dire éloigne-toi. Pour lui dire ne cours pas, on va lui dire marche doucement. Vous voyez, c'est en ça qu'on dit. Ne pas dire négatif, mais dire positivement. C'est-à-dire ne pas utiliser la négation, car le cerveau ne reconnaît pas la négation. C'est revient en arrière. Je sais pas. C'est pas revient en arrière, parce que si on est précis, c'est reste en bas. Reste en bas, oui. Vous voyez, c'est des petits... et puis il existe un lexique comme ça pour les enfants, qu'on donne d'ailleurs aux parents et qu'on retrouve sur Internet, il faut juste s'y intéresser, et qui vous donne un lexique de phrases qu'on a l'habitude de dire en tant que parent, et qu'en transformant un tout petit peu de manière justement positive, change complètement. Ok, j'aimerais bien qu'on donne des phrases justement comme ça aux téléspectateurs. Des exemples de phrases Des exemples de phrases. Le matin pour leur dire travaille bien à l'école. C'est très positif, mais c'est bien ça. C'est positif, mais ils n'aiment pas trop les enfants cette phrase. Mais parce que les enfants ils vivent aussi dans l'instant. Et du plaisir à travailler. Mais c'est un ordre, non? Mais en même temps, c'est du plaisir. C'est du plaisir. On va le connecter avec du plaisir. Plaisir, ça va prendre le dessus. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas un mode d'emploi. Mais ça nous aiderait quand même d'avoir ce mode d'emploi. Oui, mais juste quand vous en parlez, on sent quand même la responsabilité, le poids. Mais alors, il ne faut pas que je fasse comme ça, il faut que je fasse comme ça. Non, vous avez un instinct maternel. Vous avez quelque chose qui fait que quand même, vous êtes en mesure de reconnaître une phrase qui fait mal, une phrase qui peut avoir de l'impact. On le sait quand on se met un tout petit peu en conscience. Quand on vit le moment en conscience. Quand on dit à un enfant, fais vite, tu es toujours en retard. Fais vite, s'il te plaît, fais vite, on va vraiment rater quelque chose de super. Il faut transformer le négatif en positif et puis ne pas le culpabiliser. Parce qu'on est dans une société, en plus de tout le reste, d'êtres humains, qui culpabilise énormément. Ce que j'aimerais aussi recommander aux parents dans leur interaction avec les enfants, c'est d'apprendre à les connaître. Ensuite, une fois qu'ils les connaissent bien, apprendre à établir le contact, à mieux communiquer. Ensuite, l'enfant, dès qu'il vous fait confiance, il va vous suivre. Je donne juste un petit exemple. Parce que ça, en PNL, il y a le concept de la dominance sensorielle de l'enfant. Parce qu'on utilise le VACOG, le visuel, l'auditif, kinesthésique et l'olfactif, gustatif. Mais les trois principaux, c'est ça. C'est le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Imaginez un enfant qui soit kinesthésique. C'est quoi un enfant kinesthésique? C'est-à-dire qu'il est plus en termes d'apprentissage ou bien pour mieux communiquer avec lui, il faut passer par le kinesthésique. Par la gestuelle. Si la maman, par exemple, veut dire « je t'aime » à un enfant, si l'enfant est kinesthésique, il le prend. Mais comment on sait s'il est visuel? J'arrive, oui. Je vais expliquer. Allez-y. Donc si la maman il est par contre auditif, il va toujours dire « je t'aime »
mais il ne va jamais le prendre entre ses bras. Ah. Et Parce pour que lui, la elle, maman ne l'aime voilà. pas. Parce que pour elle, ce qui est important, c'est C'est ce de le qu'on dire. entend. C'est de le dire. C'est ce qu'on entend. Entend. Vous Ouais. voyez, c'est Ouais. ça en fait. Et c'est ça qui dans crée aussi sa des carte problèmes du dans monde. les couples. Exactement. Dans les On ne couples, fonctionne pas de la exactement. même manière parce que chacun est... Exactement. Exactement. Une femme, là, bien un enfant visuel, il a besoin que tu lui ramènes un cadeau pour qu'il comprenne qu'il est important pour toi. Ouais. Oui, donc Enfin, il a besoin de voir. En il tout a cas. besoin de voir. Donc en PNL, il y a cette prédominance sensorielle qu'on doit identifier chez nos enfants. Et comment on peut Donc l'identifier? c'est dans le langage. Lorsque tu vas constater lorsqu'il parle, est-ce qu'il te dit oui, je des t'écoute verbes. papa, Oui. c'est-à-dire je t'écoute, c'est il est auditif, ou bien je vois ce que tu veux me dire, je vois, Ça, il oui. est visuel, ou bien je ne comprends pas, ou bien je... Donc c'est kinesthésique. Donc il faudrait toujours aller vers la compréhension de l'enfant, comment il est, et nous, c'est important qu'on soit assez flexible pour s'adapter à nos enfants. Il faut S'ils sont s'adapter. visuels, il faut s'adapter. S'il est visuel, on utilise des connotations visuelles dans notre langage afin de les influencer positivement. D'accord. Mais est-ce que c'est important de suivre cette intelligence-là? Parce que plus tard, quand il va grandir, dans son environnement professionnel, enfin dans ses rapports aux autres, il aura besoin de... On ne va pas s'adapter à lui, il va devoir s'adapter à son environnement. Est-ce qu'on... Oui, mais si nous, en tant que parents, ou guides, on va dire, on le valorise suffisamment, on lui donne confiance en lui, on lui donne les outils et les bases, ben, adulte, il sera en mesure de s'adapter. Et effectivement, bien sûr, il ne sera pas en face de gens qui ont fait de la PNL Ouais, ou qui ont compris, etc. exactement. Mais lui aura développé suffisamment de force et vraiment de confiance en soi. Ça, si ça doit être le mot-clé par rapport aux enfants ou aux adultes, c'est ça, c'est qu'on a confiance en nous ou pas. C'est ça finalement qui fait qu'on se comporte mal, qu'on communique mal avec les gens, qu'on ne sait pas communiquer parce qu'on n'a pas confiance en nous. Et effectivement, c'est dans l'enfance que ça se passe. Eh bien, merci beaucoup. Merci Merci d'avoir à vous. expliqué, d'avoir donné en fait, en quelque sorte un petit mode d'emploi. Je sais que vous n'aimez pas cette appellation, petit Oui, mode parce d'emploi que PNL pour chacun- les enfants. Chacun a le sien en fait. Chacun a le sien. a le sien et c'est vraiment le conseil qu'on donne aux parents. Prenez un peu de tout, faites des formations si vous en avez envie vraiment ou si vous en avez le temps, mais surtout écoutez-vous aussi et faites un mix. Et voilà, merci pour la conclusion. Yasmina Roulami, vous êtes consultante en communication et Zakaria Rachad, vous êtes coach et enseignant certifié en PNL. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour la dernière partie de l'émission, l'interview santé. L'interview santé d'aujourd'hui est consacrée aux allergies alimentaires chez l'enfant avec la pédiatre Mariam Azawiwi. Bonjour docteur. Bonjour Yasmine. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Alors, avant de parler des allergies alimentaires chez l'enfant, on va peut-être rappeler les principes de base de l'équilibre alimentaire chez les tout-petits. Alors, l'aliment idéal pour un bébé qui vient de naître, c'est l'allaitement maternel. Ça, j'insiste, il faut toujours insister parce que c'est l'aliment le plus adapté pour la croissance et la nutrition de l'enfant. Donc, il est conseillé d'allaiter son enfant pendant les 6 premiers mois. D'accord. Quand Exclusivement. c'est-à-dire, on peut commencer la diversification alimentaire entre la 17e, c'est-à-dire introduire les aliments, entre la 17e et 24e semaine, c'est-à-dire à peu près entre 4 et 6 mois. Ok. C'est-à-dire, on commence progressivement par introduire les aliments pour éviter en fait les allergies. Il ne faut pas introduire les aliments ni trop tôt, ni trop tard. Alors, toutes les études maintenant en allergologie, ça commence à évoluer parce qu'au début, ils disaient 3 mois, puis après, ça a changé 6 mois. Alors maintenant, on s'est mis d'accord. Toutes les études sont pour en fait introduire les aliments à partir du 4e mois pour éviter en fait l'apparition d'allergies parce que quand on introduit après l'âge de 6 mois, on a constaté qu'il y a de plus en plus d'allergies qui apparaissent. D'accord. Donc c'est pour ça que je conseille à toutes les mamans d'allaiter leur enfant et de commencer en fait à introduire les aliments entre la 17e et 24e semaine, donc à peu près entre 4 et 6 mois. Par quoi commencer? Par les légumes. On commence par des légumes cuits, mixés. Alors, ça peut être de la pomme de terre, potiron, haricots verts, des épinards. Les légumes qui sont à goût fort, tels que les choux et dérivés, on les laisse par la suite. Et on introduit ensuite des fruits. Ok. Des fruits qui sont cuits, mixés, fruit par fruit. Alors au début, on ne disait pas de fruits exotiques.
Maintenant, on commence à revenir sur ça. On dit, vous introduisez les fruits, et si votre enfant fait de l'allergie, dans ce cas, on arrête l'aliment en question qui provoque de l'allergie. Tous les fruits? Tous les fruits, oui. Exotiques, fraises aussi, parce que la fraise, par exemple, était... Oui, parce qu'en fait, ils ont constaté que, surtout quand la maman est allergique ou le papa est allergique, ils ont trop peur que leur enfant développe de l'allergie. Donc, l'enfant suit un régime qui est trop strict et c'est un effet contraire, en fait, c'est un effet opposé. Donc, en fait, on peut tout donner à l'enfant très tôt? Alors, est-ce qu'il faut tout donner? Bon, bien sûr, il faut suivre un schéma, il faut aller chez son pédiatre pour qu'on puisse expliquer. Alors, toujours l'allaitement maternel pendant les 6 premiers mois, introduire les aliments, les légumes et les fruits. À partir du 5e mois, introduire de la viande, des œufs, du poisson. On commence toujours par une cuillère à café, puis à partir du 7e mois, une cuillère à soupe. C'est-à-dire qu'il faut aller progressivement pour que l'enfant, en fait, puisse manger tous les aliments à l'âge de 1 an. D'accord. Alors, une allergie, c'est quoi déjà? Alors, quand on parle d'allergie. Une allergie, en fait, l'allergie alimentaire, c'est en fait une réponse immunitaire inadaptée par rapport à un aliment qui est considéré comme un intrus par rapport à notre organisme. C'est-à-dire, lors de la première introduction de cet aliment, alors notre système immunitaire va considérer cet aliment comme un intrus. Il va en fait produire des anticorps qui va les garder en mémoire. C'est ce qu'on appelle la phase de sensibilisation. Puis, lors de la deuxième introduction de cet aliment, notre système immunitaire reconnaît cet aliment comme un intrus. Donc, il va déclencher un phénomène inflammatoire, on dit. Il va libérer ses anticorps. Il y aura tous les symptômes en fait, de l'allergie, comme la libération de l'histamine, et tous les symptômes qu'on citera par la suite sur les allergies. Alors, on peut en parler tout de suite des symptômes. Alors, quels sont les symptômes de l'allergie alimentaire? Grosso modo, on peut les schématiser. Ils sont tous pareils? Quelle que soit l'allergie? Alors, l'allergie alimentaire, c'est bien, elle peut débuter à n'importe quel âge, c'est-à-dire elle peut commencer chez le tout petit bébé, comme elle peut commencer chez l'adulte qui est habitué à manger le même aliment. D'accord. Chez le tout petit, c'est-à-dire dès 4 mois, dès la diversification? Heureusement, le lait maternel, il est exceptionnellement, voire très exceptionnellement allergisant. C'est pour ça qu'on conseille à la maman de donner du lait maternel, parce que c'est vraiment l'aliment qui est le mieux adapté pour la croissance de l'enfant. Quand on commence à donner un lait de suite, un lait de pharmacie, il peut des fois provoquer des allergies alimentaires. Quels sont les symptômes? C'est-à-dire dès l'introduction d'un aliment quelconque. Alors, quels sont les symptômes? Grosso modo, on peut les schématiser en 2 grands groupes. Il y a des symptômes immédiats, c'est-à-dire dès les premières minutes d'ingestion de l'aliment. Alors l'enfant, il va faire ce qu'on appelle un syndrome oral, c'est-à-dire il va ressentir un picotement au niveau de la gorge, il va ressentir un gonflement des lèvres, c'est les signes cutaneo-muqueux, il va sentir en fait, on va avoir une rougeur au niveau de la peau. Quand ils sont tout petits, ils ne peuvent pas exprimer tout ça? Si, ils sont tout petits, c'est-à-dire quand on introduit par exemple par rapport aux allergies aux protéines de lait de vache, quand vous donnez un lait de suite, votre enfant, dès les premières secondes, dès les premières minutes, il peut faire une rougeur. Vous voyez, sur place, il devient rouge. Oui, il devient rouge. Il gonfle, des fois, c'est un œdème. C'est dangereux? Donc, oui, bien sûr, c'est dangereux parce que ces symptômes immédiats peuvent évoluer vers ce qu'on appelle un choc anaphylactique. Le choc anaphylactique, c'est en fait l'évolution la plus grave des allergies. C'est un enfant en fait qui fait un œdème qui bloque des fois les voies respiratoires et l'enfant a du mal à respirer. Donc, pour ne pas faire peur aux parents, c'est pas, on va dire, ça n'arrive pas souvent. Heureusement que ça n'arrive pas souvent. Heureusement. C'est pour ça que c'est important de détecter les symptômes d'allergie et d'aller chez son pédiatre dès que la maman remarque ces symptômes. Donc, on a parlé des symptômes cutaneo-muqueux, c'est-à-dire les rougeurs, une démangeaison dès l'ingestion de l'aliment. Ça, c'est des symptômes immédiats. Des symptômes digestifs, tels que des vomissements dès l'ingestion de l'aliment, une diarrhée aiguë, des maux de ventre, et des symptômes respiratoires, c'est-à-dire l'enfant, il va tousser, il va avoir une gêne respiratoire, et on va entendre un sifflement. Ça, c'est des symptômes immédiats qui permettent au pédiatre de faire facilement le diagnostic. Absolument. Mais la difficulté, on peut avoir aussi des symptômes retardés. Alors, ces symptômes retardés, par exemple pour l'allergie aux protéines de lait de vache, en fait, c'est un enfant qui va faire des signes cutanés tels qu'un eczéma. Un eczéma qui ne guérit pas, c'est-à-dire vous mettez un enfant qui a ce qu'on appelle la dermatite atopique, c'est un eczéma, on met plein de crème, et on remarque que ça ne guérit pas, ça récidive. Il faut aller chez le pédiatre pour voir, peut-être c'est un allergène alimentaire qui donne ça.
Et qu'est-ce que fait le pédiatre à ce moment-là? Il recherche l'allergène? Alors, quand le pédiatre il voit, par exemple, ces signes cutanés, un eczéma, alors on peut s'aider d'une batterie d'examens. Alors, on fait premièrement ce qu'on appelle les prick tests. Les prick tests, c'est-à-dire on introduit une petite aiguille au niveau de la peau du bébé, on voit comment notre corps réagit quand on introduit l'allergène au niveau de la peau et on constate qu'il y a une grosse rougeur. D'accord. Ce qu'on appelle les prick tests. Il y a aussi des examens sanguins, des dosages sanguins, des IgE spécifiques. Ça peut nous aider à faire le diagnostic. Mais des fois, les prick tests, il faut savoir que les prick tests peuvent être négatifs ou les prick tests peuvent être positifs pour plusieurs allergènes. Et là, la maman, elle est affolée, elle se dit, il est allergique à ça, à ça. Il ne peut plus rien manger? Alors que non, justement, il ne faut pas rentrer dans un régime draconien. C'est-à-dire, ces prick tests, ils nous aident un petit peu à faire le diagnostic, mais ça ne donne pas un diagnostic exact. Okay. C'est ça ce qu'il faut. Parce qu'il y a des enfants, il y a des mamans en fait, qui sont allergiques, qui s'amusent à faire des prick tests à leur enfant, alors qu'ils n'ont même pas introduit l'aliment ou des IgE. Et elles découvrent sur les analyses qu'il est allergique à plusieurs aliments, alors que ça ne veut absolument rien dire. D'accord. Alors des fois, la seule certitude diagnostique, c'est éviter de prendre cet aliment et d'essayer de voir est-ce que la symptomatologie en fait s'améliore quand on essaie d'éviter cet aliment. Par exemple, par rapport aux allergies aux protéines de lait de vache, des fois les prick tests sont négatifs. On voit que l'enfant fait un eczéma ou que l'enfant ne va pas bien quand il casse sa courbe de poids. Et quand on évite pendant 4 semaines, il s'améliore. Ça nous permet de faire le diagnostic en fait, des allergies aux protéines de lait de vache. Alors ça c'est pour les allergies aux protéines de vache, mais il y a aussi d'autres allergies communes chez les enfants, comme les allergies aux œufs aussi. Oui. Alors les allergènes les plus communs chez les enfants, c'est les allergies aux œufs, en premier lieu. Même réaction? Oui. Même symptômes? Alors, c'est les mêmes réactions. Ça peut entraîner des symptômes immédiats. Ça peut entraîner des symptômes retardés, comme je vous ai dit. Mais les allergies aux œufs, c'est plutôt des symptômes immédiats. C'est-à-dire quand la maman constate quand il prend des œufs, il fait cette rougeur, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Mais quand il va grandir un peu plus, alors, les œufs se retrouvent dans plusieurs compositions, même industrielles. Alors là, par rapport aux allergies, c'est-à-dire j'ai parlé des allergies aux œufs. Les allergies aux œufs, heureusement, ils disparaissent, je ne veux pas affoler trop les mamans, ils disparaissent avec le temps. L'allergie aux protéines de lait de vache aussi, elle disparaît avec le temps. C'est-à-dire rarement on voit des allergies aux protéines de lait de vache qui persistent après l'âge de 2 ans. D'accord. Ou des allergies aux œufs qui persistent. L'allergie la plus sévère, en fait, c'est l'allergie à l'arachide. Qui disparaît dans 10 à 14% des cas. Et c'est une allergie qui peut donner, comme j'ai dit, des réactions qui est très graves. Donc c'est pour ça, par rapport à la prévention, on verra par la suite, par rapport à la prévention, par rapport à l'arachide, il faut que les parents soient assez vigilants, de vérifier ce que mange leur enfant, surtout à l'extérieur, à la cantine. Mais justement, vous avez dit, bon, dans la majorité des cas, l'allergie va disparaître. Mais parfois, ça dépend de l'allergène. Ça dépend de l'allergène, absolument. Mais parfois, elle persiste. Est-ce qu'il faut intégrer l'enfant, le sensibiliser à son allergie pour l'intégrer dans le processus de prévention et de prise en charge? Alors, et à partir de quel âge aussi? C'est-à-dire, une fois que le diagnostic de l'allergie a été fait, bien sûr, il faut... Mais s'il n'a que 6 mois, 7 mois, à la limite, il ne comprend pas. Non, surtout pas. Il ne faut pas prendre de précautions. C'est ça ce que je veux dire. C'est-à-dire, si les parents, en fait, sont allergiques, et on n'a pas encore introduit l'arachide, si la maman est allergique à l'arachide, il ne faut pas que se dise, moi, je dois éviter les arachides pour mon enfant parce que moi, j'ai une allergie à l'arachide, peut-être que mon enfant va faire une allergie. Au contraire, quand elle évitera d'introduire l'arachide à son enfant, il va faire peut-être une allergie à l'arachide. C'est ce qu'ont montré plusieurs études. Mais si l'allergie ne disparaît pas et qu'elle persiste au-delà des 2 ans, est-ce qu'il faut en parler à son enfant? Est-ce qu'il faut le sensibiliser? Bien sûr, il faut absolument le sensibiliser parce que ça peut être grave. On peut tomber dans un cas où il peut faire ce que je vous ai dit, un choc anaphylactique. C'est-à-dire, il faut en parler à Parce qu'il va acheter un biscuit, il va goûter avec un copain à l'école et il risque de se retrouver avec un biscuit qui contient des œufs et ça peut faire une réaction? Mais bien sûr. Par exemple. Et c'est vrai que c'est difficile de parler à des enfants quand ils jouent avec leurs camarades, ils voient qu'ils sont en train de manger des biscuits. Lui, il n'a pas droit à ce biscuit-là. Absolument. Donc, il va se sentir exclu, en fait. Ouais, tout à fait. Il faut essayer de faire comprendre que c'est une maladie qui est comme les autres, qui peut disparaître par la suite,
qu'il faut accepter en fait sa maladie, que c'est pas quelque chose de très grave, qu'il faut juste qu'il choisisse ses aliments par rapport aux autres. Il faut aussi en parler à son entourage, c'est très important parce que des fois il peut sortir avec la tante et peut-être il est allergique à l'arachide, il prend une glace qui contient des cacahuètes, ça peut provoquer une réaction. Donc c'est très important de sensibiliser tout l'entourage, la crèche, au niveau de l'école, pour qu'il n'y ait pas de réaction grave. On va sur la prévention. Est-ce qu'on peut prévenir une allergie? Alors, ou si elle doit apparaître, elle va apparaître? Alors, si l'un des deux parents ou les deux parents sont allergiques, par exemple la maman, elle me dit « moi je suis allergique à l'arachide, est-ce que je dois suivre un régime strict pendant la grossesse ?» Surtout pas. D'accord. Donc il ne faut surtout pas suivre le régime strict, il faut voir si l'enfant va développer une allergie ou quoi, ou autre chose. Alors, pendant ce que je vous ai parlé, par rapport à la diversification alimentaire, il faut privilégier l'allaitement maternel. Il faut absolument qu'elle allaite. Après, quand on introduira les aliments, il ne faut pas prendre de précautions, c'est-à-dire par rapport à un enfant qui n'est pas allergique. C'est-à-dire qu'il faut commencer la diversification comme si c'était un enfant tout à fait normal, tout doucement. Je n'ai pas parlé aussi du gluten, par rapport au gluten, parce que la maman elle dit oui, c'est devenu vraiment à la mode le gluten, je n'ai pas introduire le gluten. Alors, il faut introduire le gluten entre le 4e et le 7e mois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas retarder. On devrait consacrer une émission entière à ce sujet. L'allergie et l'intolérance au gluten. Le petit mot de la fin, docteur. Alors, le petit mot de la fin, c'est-à-dire pour la prévention, c'est-à-dire si l'un des parents est allergique, il ne faut pas prendre trop de précautions, il faut se comporter avec son enfant comme si c'était un enfant normal. Si votre enfant était allergique, il faut lire les étiquettes. C'est-à-dire il faut à chaque fois faire attention à l'alimentation de l'enfant, à chaque fois vérifier ce qu'il mange, sensibiliser l'entourage, aller à l'école, aller à la crèche, parce que ça peut être grave. Eh bien, merci beaucoup, Dr Mariam Azaouioui. Vous êtes pédiatre, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Plaisir de retrouver nos chers téléspectateurs prochainement sur Médien TV, sur medientv.com et sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Au revoir.